Numéro, on va parler du Sénégal. On évoquera le procès Ousmane Sonko. Encore une fois, l'accusation fait appel du jugement. Nous irons du côté de la Guinée-Bissau. L'opposition remporte la majorité absolue au Parlement. La République de Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo réclame son inscription sur la liste électorale. On va parler ensuite du Soudan, l'émissaire de l'ONU déclaré persona non grata par le gouvernement. Et puis finalement, on va évoquer le dernier sujet, ce sera le Togo. On parlera de la culture, les auteurs de chansons et films obscènes menacés de poursuite. Et pour évoquer ces différents sujets, je suis avec deux invités ce samedi. D'un côté, il y a Yao Eklo-Nukunu, qui est président du mouvement Ton de la jeunesse patriotique. Bonsoir Yao Nukunu. Oui, bonsoir M. Samuel et bonsoir à mon co-débatteur, ainsi qu'à tous vos collaborateurs ici à Niro TV, ainsi que tous les fidèles spectateurs de New World et un peu partout dans le monde. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Eric Johnson, qui est directeur de publication du Bi-Hebdo L'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel, bonsoir Monsieur Nkoulou. Toujours le même plaisir d'être sur New World TV pour évoquer un peu l'actualité de la semaine. Merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir accepté cette invitation. On part du côté du Sénégal pour évoquer cette actualité donc, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le pays. Le procès pour viol présumé de l'opposant Ousmane Sonko sur Adji Sarr, qui est une masseuse. Eh bien, la jeune dame a interjeté appel après la condamnation de l'opposant. Ousmane Sonko a 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Selon l'un de ses avocats, le jugement, on se le rappelle, a provoqué des violences très meurtrières à Dakar, à Ziguinchor et à dans plein d'autres villes du Sénégal. L'ancienne masseuse avait porté plainte il y a plus de 2 ans contre l'opposant pour viol répété et menace de mort. Dans les faits, eh bien, cette plainte signifie, selon un avocat de Adji Sarr, qu'il va y avoir un nouveau procès, mais la plainte, il faut le rappeler, ne peut porter donc que sur les dommages et intérêts. Eric Johnson, on a vu le jugement et la condamnation d'Ousmane Sonko. Tout le monde a compris finalement qu'il n'y a jamais eu viol. Tout le monde a également compris que sans doute cette accusatrice a menti depuis le début. Qu'est-ce qui la fonde à faire appel aujourd'hui? En disant et tout ça, ça veut dire que on est sûr de ce que fait la justice sénégalaise. Ça veut dire que vous croyez fermement à cette justice qu'elle a dit le droit. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu viol, parce que le jugement qui se portait sur plusieurs actes d'accusation, en commençant par le viol, a débouché finalement sur condamnation pour corruption de la jeunesse. Corruption de la jeunesse. Et donc, ça veut dire que la justice a dit le droit. Bon, okay. le droit, strictement, moi, j'en sais rien. Parce que cette affaire de condamnation et oui, corruption parce que de la jeunesse... tu viens de dire qu'il n'y a pas eu viol. Oui, parce qu'on était parti sur un procès pour viol. Oui. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de condamnation pour viol. Donc, je suis d'or qu'il n'y a pas eu viol. Mais là, je ne sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que au départ, hein, tu sais, cette affaire Sonko, c'est une affaire totalement politico-judiciaire. Hein, il faut le reconnaître, Ousmane Sonko est un politicien. Il est maire de Ziguinchor et il aspire quand même à devenir chef d'État. Il a été le premier candidat déclaré pour les prochaines élections présidentielles. Et comme quoi, au début de cette affaire, tout le monde a dit qu'il s'agissait d'une affaire purement politique pour écarter Sonko de sa candidature à la présidentielle à venir. Donc, je dis tout simplement qu'aujourd'hui, si il n'y a pas eu viol, il n'y a pas que Adji Sarr a menti sur le compte de Ousmane Sonko, alors pourquoi on demande à Sonko de payer
des dommages à cette dame. Ma question reste toujours posée par rapport à la sentence. Maintenant, si nous allons un peu plus dans le fond de ce que la justice sénégalaise a dit, en parlant de corruption de la jeunesse, j'ai dit, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que, tout simplement, il y a eu une affaire de justice, de droit pénal, qui a abouti finalement à une affaire de politique. Puisque là, si on dit que Sonko a corrompu la jeunesse, c'est suite aux événements qui se sont passés. Ou alors le jugement sur l'affaire de viol. C'est la question qui se pose. Oui, je pense que dans les faits, d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, la corruption de la jeunesse ici est un élément de l'arsenal juridique sénégalais qui, dans le cas d'espèce, se réfère au fait qu'il aurait sans doute eu des relations sexuelles avec Adji Sarr, qui n'a pas encore l'âge requis, donc c'est-à-dire, je pense, moins de 22 ans en l'espèce, et donc... Oui. Voilà, on a construit plein de choses là-dessus. C'est une nouvelle jurisprudence qui est créée aujourd'hui autour de l'affaire Sonko, selon moi, mon analyse. Je pense qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko, il a eu des relations avec Adji Sarr. C'est ce que ça veut dire. C'est là où je voudrais même en venir en posant la question. S'il n'y a pas eu viol, si Adji Sarr a menti sur le compte de Ousmane Sonko, alors pourquoi parle-t-on de corruption de la jeunesse? Alors ça veut dire que finalement, il y a eu quelque chose. Quelque chose que la justice a condamné. Et cette chose-là, selon tes explications et tout ce que nous avons lu concernant cette affaire, c'est qu'il y a eu une relation qui, normalement, ne devait pas avoir lieu entre quelqu'un qui est majeur et quelqu'un qui est mineur. Il y a Onokounou, on le dit, donc Adji Sarr porte plainte. La plainte, je l'ai dit tantôt, fait appel. L'appel ne peut porter donc que sur les dommages et intérêts. La justice avait condamné Ousmane Sonko à lui verser 20 millions de francs CFA. Ses avocats en avaient demandé 1,5 milliard, c'est-à-dire on a une dame qui peut-être est une menteuse caractérielle, qui a dit avoir été violée à 5 reprises, qui a dit avoir subi des menaces de mort. Tout cela n'existe pas, mais qui veut se faire de l'argent. Est-ce qu'on n'est pas en droit de résumer ça comme ça? Monsieur Samuel, vous savez, moi je m'interroge toujours et je me demande jusqu'à quand nous les Africains allons nous servir comme étant une curiosité aux yeux du monde. Surtout nous les Africains francophones, jusqu'à quand allons-nous nous éterniser curiosité? Bon, vous savez, tout ça, cela relève des corollaires de non seulement de la colonisation, etc. Parce que vous savez, dans notre nature, dans nos réalités africaines, il n'y a pas eu question de viol. Vous comprenez? Il n'y a jamais question de viol. Quand un homme trouve une femme qui lui plaît, s'il la touche, il fait les formalités qu'il faut et puis elle devient sa femme. Et dans nos réalités culturelles, traditions africaines, mais un homme peut, s'il a la capacité, peut même avoir jusqu'à 10 femmes, même 15 femmes, s'il a la capacité, vous comprenez. Alors donc aujourd'hui, nous subissons tellement de choses que nous avons héritées des Occidentaux, et ma foi, en les subissant, et nous avons une telle interprétation parfois qui pousse curiosité. Comment une dame qui estime avoir été violée, alors on ne se penche plus sur la question de l'acte, on ne confirme pas, la justice ne confirme pas le fait qu'elle a été objet d'un viol, mais en retour on demande qu'on lui reverse
20 millions de francs. oui, des Dommages et dédommagements. intérêts. Des dédommagements. Bon, il est vrai que, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas un juriste. Et donc, sur cette forme, sur cette forme-là, ou sur le fond, je ne pourrais pas avec précision dire avec exactitude ce qui a motivé les juges à aller vers une telle décision qui, ma foi, je crois que pour des profanes exprime une certaine curiosité, un certain flou. Ouais, parce qu'on se demande, mais comment se fait-il? Ça veut dire que la plainte de la dame n'est pas rejetée. Elle est toujours prise en compte. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'un aspect de cette plainte-là n'est pas pris en compte, mais en retour, on demande de reverser des dommages d'intérêt? Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, vous savez, cette plainte, paraît-il, a été introduite depuis près de 2 ans. Alors, pourquoi en plus de 2 années, ceci n'a été pris en compte? Et puis brusquement, lorsque les conditions ou le temps des échéances électorales se rapprochent, c'est en ce moment précis qu'on trouve opportun de mettre ce genre de dossiers sur la table, de passer à l'audience et de parler de corruption de la jeunesse, etc. Je pense qu'ils parleront du temps de l'instruction, qui peut parfois être long. C'est au moment où ils sont arrivés au bout de l'instruction et durant tout ce temps, monsieur Sonko était libre de ses mouvements, de ses allers-retours, etc. Bon, ailleurs, sous d'autres cieux, nous avions vu dans notre pays ici, on a parlé d'instruction, mais les gens étaient sous contrôle judiciaire. Ils n'avaient pas droit à leur passeport, ils n'avaient pas droit, ils devaient à intervalles réguliers de temps venir se signaler de leur présence, etc. Il n'y a eu aucune de ces conditions, ma foi, par ma connaissance. Je pense que Sonko a un contrôle judiciaire parce qu'entre-temps, il devait venir ici au Togo pour une conférence sur le franc CFA. Il n'a pas été autorisé à se déplacer. Mais quand j'écoute vos deux propos, finalement, j'avais posé cette même question quand on faisait ce sujet le samedi dernier. On a l'impression qu'au sortir finalement de cette affaire, personne, la justice en tout cas, n'a réussi à convaincre personne du fait de viol. Oui, ça c'est clair. Ah oui, mais ça c'est une réalité. Alors à quoi on joue finalement? Mais le truc c'est que, vous savez, devant la justice, il faut avoir des preuves. Si vous ne présentez pas des preuves palpables par rapport à l'accusation, vous ne vous en sortez pas. Dans le cas d'espèce, c'est que le conseil d'Adji Sarr n'ont pas pu démontrer suffisamment les faits de viol. Et donc, la justice ne peut pas considérer en ce moment-là le viol comme étant l'acte qui devrait condamner Sonko, oui, mais tout simplement. Je comprends parfaitement ce raisonnement. Oui. Mais lorsque vous venez porter une plainte pour un fait de viol, qui est la plainte principale, oui. Si elle s'effondre, tout l'édifice s'effondre. Pas forcément, parce que au-delà, il y a eu certainement des actes, des rapports sexuels. Comment croire ça finalement? Oui, justement, c'est peut-être à ça que les conseils d'Adji Sarr ont construit leur défense, je crois. Parce que, vous savez, quand on dit « on m'a violé », et le conseil de Sonko aussi n'a pas pu démontrer qu'il n'y a pas eu d'acte physique entre les deux protagonistes. C'est là le vrai souci. D'un côté, on n'a pas pu démontrer le viol. De l'autre côté, on n'a pas pu démontrer qu'il n'y a jamais eu de rapport sexuel. Donc, le juge ne peut pas prendre en compte le viol et ne peut pas délaisser non plus l'acte de rapport sexuel qu'il y a eu entre Sonko et Sarr. Est-ce qu'on ne risque pas, au regard de tout cela, un nouvel embrasement dans les prochains jours? Bon, si vous permettez, je voudrais m'attarder un peu sur la question de droit de viol. Bon,
Vous savez, moi, je m'interroge toujours à savoir ce qui justifie alors la condamnation à payer l'amende. Hein? Je me demande qu'est-ce qui justifie si on n'a pas pu apporter la preuve de qu'il y a eu viol, comme l'a dit M. Samuel, donc ça veut dire que c'est tout l'édifice qui s'effondre. Alors maintenant, sur quoi se base-t-on? Puisque c'est vrai que Adji Sarr a dit que Sonko m'a violé. À 5 reprises même, elle l'a dit. Oui, m'a violé. Il m'a violé plusieurs fois. Maintenant, dans l'édifice de sa défense, elle n'a pas pu démontrer cela parce qu'il n'y a pas eu de clichés, il n'y a pas eu de film, il n'y a rien eu pour justifier cela. Maintenant, de l'autre côté, la question est de savoir s'il y a eu rapport sexuel. Si elle dit on m'a violé et elle dit j'étais mineur pendant que ça se passait et l'autre camp n'est pas arrivé à démonter qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel, je pense que ce n'est pas seulement le viol qu'il faut considérer dans ce cas. Non, moi je ne suis pas satisfait parce que... C'est tout à fait normal. Oui, je ne suis pas satisfait parce que lorsque l'objet de la plainte, c'est le viol, de façon stricte. L'objet de la plainte, c'est le viol. Alors donc si les éléments qui doivent soutenir, qui doivent étayer cette plainte-là n'existent pas, alors pourquoi condamne-t-on à verser des amendes? Bon, ok, maintenant, si l'on condamne... Je vais donner un exemple très simple. Oui, je vais aboutir. Je vais aboutir, si vous permettez. Parce que si l'on estime que M. Ousmane Sonko a eu des rapports sexuels avec la jeune fille qui n'est pas encore atteint l'âge de majorité, c'est une infraction également. Oui, c'est une infraction. Oui, bien sûr. Vous pouvez faire l'objet voilà, de plainte. qui fait l'objet de poursuite. Oui. Là, c'est une infraction. Coucher avec une mineure, c'est une infraction. Alors, donc, on devait plutôt parler de requalification de la plainte. Voilà. Non plus parler de viol, mais plutôt parler de détournement de mineurs ou quoi. Or, ce n'était pas le cas. Du tout. On l'a quand même bien vu au procès. Samuel, je vais juste rappeler que dans le procès, lorsque ça s'est ouvert, immédiatement on a vu le procureur qui a requis 10 ans pour viol et 5 ans pour corruption de la jeunesse. Les gens se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est là pour viol ou pour autre chose? Comme s'il y avait un agenda à condamner quelqu'un, quel que soit le cas. Samuel, lorsque par exemple, il y a eu un braquage et le commanditaire a utilisé une arme de guerre et il a tiré sur sa victime. Lorsqu'on vient à la justice, de quoi parle-t-on tout de suite? On a dit braquage avec assassinat. Dans ce cas d'espèce, on se rend compte à la fin que la victime n'est pas décédée. Est-ce qu'il faut considérer encore l'assassinat? Non. Là, il reste encore d'autres charges contre le commanditaire. Il y a l'utilisation d'armes de guerre, il y a la tentative de meurtre et tout ça. Voilà comment on peut requalifier. Je pense que c'est ce que dit. Il n'y a pas eu de requalification. Monsieur Eric. Ça veut dire que pour juger la même personne, on ne va pas prendre l'assassinat comme étant un acte délictueux. On ne va pas prendre le vol comme un autre acte. Non, on englobe tout ça. Et maintenant, il y a des charges dans la réquisition. Mais ce que vous dites, ce n'est pas ce à quoi nous avons assisté. Mais bien sûr. Non, c'est carrément, les hommes est carrément en déphasage. Il y a quelque chose à laquelle on a assisté, c'est que on a eu 2 ans pour faire les enquêtes. S'il y avait besoin de requalifier, pendant ces 2 ans, on aurait
pu requalifier les faits. Non, Pour dire, parce que non. pendant Oui, l'investigation... selon vos exemples. Je veux rappeler Non, que, selon vos je veux exemples. rappeler que même On est l'avocat parti- de la dame Selon a vos affirmé- exemples, votre exemple a de tout à affirmé l'heure, qu'il oui. y aurait des vidéos. Le jour du procès, on a fait venir une télévision pour projection. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc ça veut dire Justement. matériellement, Oui. on a tout le temps pour requalifier. Ça n'a pas été fait. Et c'est au procès que... Non, je pense que c'est justement au procès, qu'on doit dire ce dont on accuse finalement l'accusé. Et je veux parler de Sonko. Dans l'exemple que je donnais, on ne peut pas dire tout simplement que parce qu'il n'y a pas eu meurtre, que tout l'arsenal, tout va tomber. Ça ne peut pas se faire comme ça. Oui, mais là, vous avez dit il est poursuivi pour braquage et... Donc, on a quand même un élément. Ici, on a dit poursuivi pour viol. Oui. On va au procès pour viol Oui. parce que la dame dit, si ce n'est qu'une fois, on peut comprendre, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Elle a parlé de menaces de mort. Tout ce qu'elle a servi à l'opinion n'existe pas. Non, Comment peut-on le croire truc- cette dame même quand elle dit que j'ai eu des relations sexuelles avec lui? Le truc est très simple à comprendre. C'est que la justice ne vous dit pas tout de suite, voilà les différentes charges qui pourront sortir de cette affaire de viol. Ça, c'est... On est au pénal, ça se devait. Oui, mais ça, c'est les avocats qui doivent faire cette communication-là. De toute façon, est-ce que ça ne donne pas l'impression finalement que Ousmane Sonko a raison, on ne veut pas de sa candidature? Non, ben, écoutez, Monsieur Samuel, si dès l'entame de ma prise de parole, j'ai parlé de curiosité que nous, Africains, servons toujours au monde entier, oui, j'en faisais allusion. Et je l'ai dit, cette plainte est introduite il y a déjà 2 ans. Et c'est en ce moment, à la veille des échéances électorales, que ça fait surface réellement. Et puis, en plus, nous voyons avec quelle nature revêt la nature que revêt le procès en question, et donc tout porte à croire. Et quand il y a aussi un élément extérieur, moi je dois dire, qui a une connotation politique, c'est-à-dire corruption de la jeunesse, etc. Ça, ce sont des mots, que je qualifie de subterfuge, pour encenser et justifier. Bon, qu'est-ce que ça justifie même d'ailleurs. Bon, donc pour vraiment démontrer que oui, il y a une main politique et tout ça est fait à des fins politiques. Et ma foi, on a vu également les conséquences que cela a engendré au sein de la population, etc. De 14 morts ou 16 morts, c'est sûr. Bon, voilà, c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste. Et ma foi, je crois que moi, j'insiste, je le répète, que sincèrement, nous les Africains, nous devons pouvoir être capables de nous re-questionner sur nous-mêmes. Affaire à suivre. On passe au second sujet. On est du côté de la Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, l'opposition a remporté la majorité absolue aux élections législatives le dimanche dernier et impose donc une cohabitation au président Umaro Sissoco Embalo dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui est abonné, il faut le dire quand même, aux crises politiques. La coalition Païtera Ranka du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, créé par Amilcar Cabral, qui a conduit à l'indépendance du pays et qui a longtemps dominé la vie politique, eh bien, le parti a obtenu 54 sièges au Parlement. Il devance donc le MADEM G5, la coalition portée par le président qui gagne que 29 sièges. Le président de la commission a également indiqué que le parti du renouveau social a 12 députés, celui des travailleurs en a 6. Pour planter le contexte de la Guinée-Bissau, c'est que le président Umaro Sissoco Embalo avait dissous le 6 mai 2022 le Parlement au motif que c'était devenu simplement un espace de guérilla politique et de complot. On le voit plus d'1 an après, il n'arrive pas à obtenir la majorité absolue. Yao Eklonoukounou, est-ce que nos pays, la plupart de nos pays sont habitués à la cohabitation?
Bon, écoutez, monsieur Samuel, moi, dans un premier temps, je voudrais me demander, je vais poser la question de savoir, mais qui au juste aurait conduit ce processus électoral? Est-ce que c'est réellement des Guinéens Ce sont des Guinéens. qui ont conduit le processus? Bon, j'avais vraiment envie de me poser cette question, mais au même moment, je me ressaisis pour me dire, bon, je me rappelle que chez nous également au Togo, en 94, il y a eu des élections où l'opposition est sortie majoritaire. Le cas, notamment. Oui, le cas est l'UTD. Le CAR avait 38 députés. Et l'UTD, exactement. Donc, faisait 43. oui, l'opposition avait remporté la majorité. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Bon, maintenant, la même question, je la pose aux Guinéens. Et cette majorité que l'opposition vient de s'arroger, elle en fera quoi? Bon, ici, ce n'est pas quand même une Oui. opposition. C'est une opposition qui connaît très bien les rouages du pouvoir parce que c'est le PAIGC qui a longtemps dominé la vie politique au niveau de la Guinée. Bon, mais n'empêche, mais aujourd'hui, on parle, ils sont avec un statut d'opposition. Alors, l'essentiel pour moi, ce n'est pas qu'ils s'engrangent des voix, pour qu'ils soient majoritaires, mais qu'en feront-ils d'utile pour le pays? Bon, maintenant, au même moment aussi, le président, je ne sais qui l'a conseillé dans des calculs pour qu'il s'arroge ces prérogatives-là de décider de la dissolution du Parlement. Et sur quoi est-ce qu'il s'appuyait? Quels sont ses calculs? Et au finish, on voit que c'était nul comme acte. C'était, comment dirais-je, c'était un acte inutile. C'était un acte inutile au regard des résultats qui viennent encore de sortir. Alors, ma foi, je crois que il devait prendre une certaine hauteur en tant qu'acteur politique et aussi dans un esprit patriotique et comprendre que il n'a pas d'alternative que de composer avec l'opposition en question et ne pas trop faire prévaloir les calculs d'intérêt personnel, mais au contraire, il faut regarder le pays. Et il faut qu'il sache que c'est une responsabilité collégiale, commune à eux tous, les fils de ce pays-là, de construire le pays, de lever le pays. C'est ça qui doit être la motivation qui doit les guider et non pas toujours de se mettre dans des calculs politiques, d'intérêt politique, comme je vais encore revenir, le préciser, comme on en a assisté également chez nous au Togo ici, en 94. Lorsque l'opposition a eu la majorité, il était question que l'un occupe l'Assemblée et l'autre la primature. Et entre opposants, ils ne pouvaient même pas être capables de s'entendre, de se dire que non, nous sommes tous du même bord. Alors donc, si tu occupes cette place, c'est comme c'est moi qui l'occupe. Si j'occupe l'autre, c'est comme ça. Ils ont été incapables, alors que ce sont des grands intellectuels que nous avons C'était un toujours cas parlé. exceptionnel parce que, effectivement, Agboibo était élu. Est-ce que Edem Kodjo était élu lui-même? Non. Maintenant, Edem Kodjo était le chef de l'UTD qui avait 5 députés. C'est 5 ou 7? 5. Je pense que c'était 36-7. Hein, Non, si non, j'ai bonne c'était mémoire. 38-5. Okay. Ça faisait 43 députés au total. Donc, Edem Kodjo était le patron de l'UTD, et Agboibo était lui déjà à l'Assemblée. Ouais. Et donc, il fallait s'entendre pour que, comme le disait M. Nkounou, pour prendre quelqu'un comme président de l'Assemblée et l'autre comme Premier ministre. Premier ministre. Mais vous savez, la politique togolaise était telle que le parti de l'UTD se considérait comme parti charnière. Et donc, si je balançais de l'autre côté, donc le RPT allait avoir la majorité. Et donc, je reste avec vous, mais je prends la primature parce que il allait voir Gnassigbe Yadema, feu Gnassigbe Yadema le soir, et le matin, il venait dire autre chose, etc. Jusqu'à ce que, finalement, c'est lui qui a été élu. Ça a été une maladresse. Oui, parce que, je crois qu'au niveau de la Guinée, il y a pas, moi, je ne trouve pas de justification. Pourquoi je dis le problème ne se posera pas aussi? Parce que le PAIGC a la majorité absolue, donc on n'a pas besoin de parti charnière pour gouverner là-bas. Mais pour le président Embalo, c'est un gros désaveu.
Eh bien, bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, il faut voir le contexte international aussi. Hein. Je prends le cas de la majorité de nos pays où les populations sont vraiment dans des besoins. Et lorsque la population n'arrive pas à subvenir à ses besoins les plus élémentaires, alors tout de suite, le politique est sanctionné. Oui. C'est ce qui s'est passé. Au lieu de s'occuper réellement des problèmes internes, notamment économiques, les prix de noix de cajou ont chuté. Et donc tout ça, ça a fait que les populations ont juste sanctionné le parti au pouvoir. Est-ce que vous pensez que Embalo était trop occupé à la CEDEAO, parce qu'on l'a vu bouger beaucoup, pour quel résultat, je ne sais pas, que de la politique interne? Non, mais ce qui est sûr, c'est lui qui a décidé l'organisation de ces législatives. Oui. Ça veut dire qu'en amont, il devait se préparer avec son parti et le parti de son Premier ministre, Nuno Gomes. Oui. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il était le président de la présidence tournante de la CEDEAO. Il ne pouvait même pas laisser de côté les difficultés de la CEDEAO aussi. Mais je ne pense pas que véritablement il avait pris conscience de la situation interne avant d'organiser ces législatives. Je ne crois pas que ce soit forcément la CEDEAO qui a... qui l'a trop occupé. Mais alors, j'avais posé quand même une question en entrée. Est-ce que un pays comme la Guinée-Bissau, on le sait, c'est un pays très instable. Depuis son indépendance en 1974, plusieurs coups d'État et tentatives de coups d'État. D'ailleurs, la dernière tentative de coup d'État en date, c'est en février 2022. Est-ce que ce pays, vous pensez qu'il est habitué à une cohabitation? Habitué à une cohabitation. Est-ce qu'il peut s'en sortir dans une cohabitation? Pas habitué, parce que ça va être la deuxième fois. C'est-à-dire une cohabitation politique interne. Oui, le président est d'un autre parti, le Parlement est dominé par un autre parti. Oui, c'est en cela, M. Samuel, je disais tout à l'heure que il devait y avoir une prise de hauteur. Il doit avoir une prédominance de cet esprit patriotique et pour que l'ensemble comprenne que leur responsabilité, elle est collective vis-à-vis du pays. Alors donc si c'est l'intérêt du pays qui est mis en exergue, ma foi, je crois que il ne devait pas y avoir de problème, puisqu'ils sont tous des fils du pays. Alors s'ils se préoccupent tous de l'intérêt du pays, mais en temps normal, il ne devait pas y avoir de problème. Moi, c'est en cela que je reviens encore pour dire que jusqu'à preuve du contraire, moi, je condamne toujours les coups d'État et je pense que la CEDEAO doit prendre toute disposition, toute mesure, de manière à ce que quelque coup d'État qui soit opéré dans quel pays de l'espace, il faut qu'il y ait une force qui agisse pour dégager ces auteurs de coups d'État. Parce que les coups d'État créent, mais à côté, c'est vrai que ces coups d'État ont été salutaires de façon sporadique, quand on prend certains qui se sont entêtés à tripatuer la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat et qui après ont été enlevés par un coup d'État. Oui, c'est des situations exceptionnelles. Mais là-dessus également, la CEDEAO doit finir son travail. La CEDEAO a commencé un travail là-dessus. Et elle doit finir cela, c'est-à-dire le protocole additionnel, où il y a encore à peine 2 ou 3 pays qui font toujours blocage à ce protocole-là, parce qu'il faut ça aussi. Au même moment, quand nous condamnons les coups d'État, il faut que également les tripatouillages constitutionnels aussi, ou les mandats dépassant les 2 aussi, trouvent une solution. Et ma foi, je crois que cette solution, elle serait pleine. Il n'y aura plus de coups d'État, mais il n'y aura plus aussi ces questions de tripatouillage pour s'octroyer un troisième mandat. Et puis maintenant, il y a une question, une responsabilité qui nous interpelle toujours. Il faut que nous, les Africains, nous arrivons à construire un idéal.
Nous devons arriver, parce que jusque-là, M. Samuel, permettez-moi de le dire, d'insister, nous naviguons à vue, nous divagons de trop. Nous n'avons pas d'idéal. Il faut que nous arrivions à un idéal patriotique, un idéal républicain, un idéal d'acceptation mutuelle pour que nous puissions remplir nos responsabilités vis-à-vis de nos pays et d'éviter de ces déchirements inutiles, etc., de tous ces facteurs-là qui nous retardent, et qui nous retiennent, qui nous freinent. Nous devons en prendre conscience et aller vers la construction d'un idéal autour duquel nous devons nous orienter, nous évoluer. Alors, il y a Mouniro Conté, qui est porte-parole de la coalition PAI Terra Ranka, qui dit la phrase suivante, je vous la cite. La seule chose, il dit, nous venons de réaliser une victoire historique. La seule chose que nous demandons cette fois-ci est qu'on nous laisse gouverner. Le ton est donné là. Ah oui, mais ça se comprend aisément que la situation politique ne sera pas du tout facile pour les deux camps, aussi bien pour la majorité que pour la minorité. Quand je dis minorité, il faut comprendre. Mais je pense que ce que M. Nkounou vient de dire est très fondamental. Sauf que, personnellement, je pense que les oppositions ne jouent pas fortement leur rôle. D'accord. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on est en face d'une situation où l'opposition qui a remporté les élections est obligée de diriger le pays avec le président en fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement sera issu de l'opposition et le parti au pouvoir de Umaro Sissoco, le MADEM G5. Le MADEM G5 doit gérer le pays avec l'opposition. En suivant quel programme? Quel programme ils vont suivre au cours de cette cohabitation? Celui du président qui a été élu parce qu'il a proposé quelque chose à ses concitoyens qui ont accepté, ou le programme de la coalition de la majorité aujourd'hui? Si vous permettez, M. Eric, non, c'est là, moi, je pense que nous devons mettre une nuance. Parce que là, nous ne sommes pas en présence d'une situation où l'opposition doit diriger le pays. Non. Ce sont des élections législatives. Et pour des élections législatives, nous sommes en Afrique, généralement, nous savons que ce n'est pas forcément sur la base d'un programme que les populations élisent des députés. Voilà. Maintenant, plutôt, l'opposition va participer à la gouvernance du pays. Et comme vous le dites si bien, jusqu'à preuve du contraire, il y a un président qui a le pouvoir. Alors donc, quand l'opposition participe, elle participe pour, comment dirais-je, on parle alors de partage du pouvoir, mais c'est le président qui donne toujours les directives, les orientations en question. D'après ce qu'il dit, parce que vous aurez un gouvernement qui va aller recueillir l'assentiment du Parlement. Alors donc, si ce gouvernement, son programme ne plaît pas au Parlement, qui a la majorité absolue, ça va être rejeté. Bon, oui, là-dessus. Oui, là-dessus. Ça veut dire aussi que c'est cette majorité-là qui va proposer le Premier ministre qui va nommer un gouvernement. Et les membres de ce gouvernement seront issus majoritairement de l'opposition. Bien sûr, mais le Premier ministre en question aura un cahier de charge. Il ne se substitue pas au président. Non, pas du tout. Voilà. Mais le problème est que le gouvernement qui sera issu de de cette coalition-là a également un programme, a une vision. Pas forcément. Monsieur Eric, mais c'est clair. Parce que c'est dit que la seule chose que nous demandons, c'est qu'on nous laisse gouverner, c'est qu'ils ont, le PAIGC a un programme de gouvernement. Bon, voilà, ça c'est la confusion qu'ils essaient. Vous voyez, généralement c'est ça. Ça c'est une confusion. Ce discours, moi je prends ce discours comme étant une confusion. Monsieur Nkounou, ce qui se passe là est très clair.
Vous avez gagné les élections législatives. On nomme un premier ministre dans votre camp. Bien sûr. Oui. Vous formez un gouvernement. Ça ne veut pas dire forcément que la majorité, enfin le parti au pouvoir, va participer à ce gouvernement. C'est là où il y aura des blocages. Parce que le président, en se faisant élire, est venu avec un programme. Donc, s'il aspire se représenter pour une prochaine fois, il doit forcément exécuter son programme. En ce moment où l'opposition est majoritaire, ça va avoir des... Je veux faire un rappel historique. Historiquement, les cohabitations ont toujours été très difficiles. Prenez Mitterrand-Chirac. Même en France. Oui, c'est l'exemple que je donne. Mitterrand-Chirac, ça n'a pas été facile. Vous prenez Chirac-Jospin, ça a été très difficile. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle la Guinée va échapper à une crise au sommet de l'État? Bon, vous savez, nous espérons vivement. Mais moi, il y a une chose que je tiens à préciser, que le Premier ministre issu de l'opposition ne peut pas former un gouvernement où le parti au pouvoir ne participe pas. Ça, c'est clair. Le parti au pouvoir aura bel et bien sa présence dans ce gouvernement. C'est ce que je disais. Oui, Mais non, tout à l'heure, vous semblez dire que le parti au pouvoir peut ne pas être présent dans le gouvernement. Ça ne veut pas dire forcément. Voilà. Donc, maintenant, ça dépendra de la nature du dialogue politique qu'ils doivent tenir. D'abord entre eux, ça, ce sont des déclarations, bon, après élection, mais il y a d'autres réalités, parce que après, quand il y aura des dialogues politiques, on verra à quoi ça pourrait aboutir. Alors, c'est en cela toujours que nous ne pourrons qu'espérer que les gens s'inscrivent dans une certaine conscience patriotique, dans une vraie conscience, et savoir que leur responsabilité, c'est vis-à-vis du pays, et ça leur incombe de faire les choix qu'il faut pour l'intérêt du pays. Monsieur, voilà. Nous, on a vécu ça chez nous. Après la conférence nationale souveraine, il y a eu un gouvernement de transition qui a été dirigé par un opposant, Maître Kofigo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même pendant la formation de ce gouvernement, le parti au pouvoir avait exigé des postes. Ça a déjà créé des problèmes. Et donc, on dit, le parti au pouvoir dit, il y a des postes de souveraineté que nous ne pouvons pas léguer à l'opposition. Tout simplement parce que notre champion, c'est-à-dire le président en poste, a un programme sur lequel nous devons baser la gouvernance de ce pays. Et c'est en cela que je vous rejoins quand vous parlez de la responsabilité de l'opposition. Voilà. Parce que l'opposition, parfois, elle a tendance à s'inscrire dans une certaine confusion, dans une illusion, parce que se disant que, bon, voilà, le peuple a voté pour nous, mais il y a des principes. Voilà. Oui, il y a des principes dont il ne faut pas se soustraire. Il faut nous laisser... Oui, non, ça c'est des abus de langage. Moi, je le qualifie d'un abus de langage dans une confusion. En même temps, il y a Onokono. Oui. Moi, je vais dans la réelle politique. Je n'ai pas 54 députés pour prendre des postes mineurs au gouvernement. Monsieur Samuel. Donc, j'imagine qu'au niveau de la Guinée, l'opposition va dire ministère de l'économie, ministère de la défense, ministère de la sécurité, en tout cas les ministères de souveraineté, il va vouloir les récupérer. Bon, je ne sais pas. Bonjour les dissensions. Je ne sais pas ce que vous appelez par poste mineur, mais l'essentiel est qu'ils aient conscience. Qu'ils aient conscience qu'il y a un président qui est élu. Qui est affaibli maintenant. Qui est élu. Qui est affaibli. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu d'élection présidentielle. Je vous rappelle que le parti d'Emmanuel Macron n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée, mais ça n'a pas empêché que Emmanuel Macron soit encore réélu président. Voilà, il ne faut pas faire la confusion, vous comprenez. Il a été réélu. Il a été réélu. Avant les législatives. Oui, bien sûr. Avant les législatives qui l'ont affaibli. D'accord. Bon, donc, mais ma foi, je crois que les oppositions doivent comprendre ce que c'est que l'intérêt du pays et éviter certaines confusions, certaines embrouilles, compte tenu de ces ambitions, etc. Non. Et de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le président de la République, il reste élu
du peuple. Alors donc, il y a des postes dont automatiquement le parti au pouvoir, par exemple, la sécurité, l'économie, il y a certains postes dans le gouvernement, oui, la défense, et ça c'est bon. Là, Bon, c'est vrai que monsieur Samuel, ce que vous touchez du doigt là, il est important maintenant qu'on réfléchisse à légiférer là-dessus. Hein? Il faut que de façon claire, il faut que des tests précisent ces genres de situations de manière à ce que qu'on évite toute confusion, parce que c'est la clé des confusions. Lorsque quelqu'un est au pouvoir, il y a certains postes clés dont cette personne ne peut pas céder à qui que ce soit dans une quelconque élection législative, etc. C'est lui qui a dissous le Parlement. Il faut prévenir. Fait ses calculs qui n'ont pas marché. Oui, mais n'empêche, c'est différent. Là, on parle de certains postes clés dans le gouvernement. Oui. Alors, si quelqu'un est au pouvoir, un président au pouvoir, il y a certains postes ministériels clés qui ne peuvent pas échapper à son contrôle. Là, il n'est plus président. Monsieur Loukounou, quand nous rentrons en politique, en réel politique, comme il le disait tout à l'heure, c'est carrément autre chose. Ah oui, bon. Mais ce que vous dites là, excusez-moi, en politique, n'est pas du tout cartésien. Les politiques cherchent toujours, quand vous avez un parti politique. Non, je suis de la société civile. Oui, non, je dis, non, c'est un exemple que je donnais. D'accord. Samuel a un parti politique alors. Oui, voilà. Et donc, c'est bien. il aspire aussi à gérer le pays. Et donc, quand on dit on crée un parti politique, c'est pour arriver au sommet de l'État. Ça veut dire qu'en amont, je sais avec qui je vais gouverner. Je sais qui va jouer tel rôle pour mon parti. Et donc, on ne peut pas appeler certains postes ministériels des postes de souveraineté pour un parti qui arrive au pouvoir et qui a la majorité et qui peut former un gouvernement ne peut pas prendre. Messieurs, je vous propose la